Il y a des jours dans la vie d'un homme où on est un peu plus heureux. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que le combat pour le bonheur, c'est tellement difficile dans un monde où tout nous pousse à, au contraire, nous éloigner du bonheur pour consommer davantage, pour briser davantage, que lorsqu'on peut se retrouver dans un cercle de valeurs partagées, c'est que du bonheur. J'ai donc une lourde responsabilité aujourd'hui. C'est de vous faire découvrir des aspects de la France que vous connaissez peut-être moins, mais qui seront, je crois, autant de sources d'encouragement à travailler davantage notre relation. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire deux mots de ce que je suis. Non pas par narcissisme, mais parce que je me souviendrai toujours d'une parole que j'avais recueillie auprès d'un homme merveilleux, qui était M. Tibaou, qui, dans un pays lointain, la Nouvelle-Calédonie, avait refusé le combat pour préférer la confiance. Et c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, une terre qui devait normalement être une terre de rupture, est devenue une terre de fraternité parce que les hommes ont pensé que tout était plus important que la rupture et a donc fait des efforts pour aller en direction de l'autre. Dans cette terre de Nouvelle-Calédonie, Tibaou me disait donc un jour, où nous discutions d'un contrat, d'une convention, vous savez, ne passons pas trop de temps sur le texte, ce qui est important, c'est avec qui je vais le signer. Et donc, parlez-moi de vous. Et depuis, j'ai toujours eu un peu cette idée que c'était très important de savoir, effectivement, d'où on venait quand on discutait, quand on essayait de se convaincre mutuellement. Donc, effectivement, comme mon nom l'indique, mes origines sont à la fois, je dirais, en France, mais aussi dans la péninsule ibérique, puisque mon père a été un intellectuel pendant la guerre civile et a dû fuir l'Espagne franquiste. Et il nous a toujours appris à penser la France comme une terre de lumière. Je l'entends encore me dire, nous avons quitté un pays de soleil pour entrer dans un pays de lumière. Et moi, depuis donc que mon père m'a laissé un peu cet héritage, je cherche la lumière de la France. Et ce n'est pas toujours facile à la trouver. Et donc, c'est avec cette conviction d'une très grande vulnérabilité, mais aussi de l'extraordinaire capacité de la condition humaine, que j'ai mené mon chemin universitaire en étant professeur de droit, puis ensuite dirigeant de collectivité territoriale, pour un jour me décider à réunir mes deux premiers métiers en un métier qui est devenu l'Observatoire national de l'action sociale, que j'ai créé en 90. Mais dès le départ de cet observatoire, nous avions l'intime conviction que rien ne serait plus utile qu'un lien entre observation et action. D'où la nécessité de créer 2 ou 3 autres institutions dont je vous dis 2 mots parce qu'elles peuvent vous servir demain. L'Agence des bonnes pratiques, et j'ai amené un de mes collaborateurs qui a été un des acteurs importants de l'Agence des bonnes pratiques, M. Poulet-Goffard, qui est devant, mais qui présentera demain, je crois, au moment de l'atelier portrait social, ce qu'est l'Agence des bonnes pratiques, notamment. On a aussi créé le journal d'action sociale. Alors on vous en a amené un grand nombre, non pas, je dirais, pour promouvoir un journal, mais plutôt pour promouvoir les valeurs du journal. Et vous verrez, c'est des numéros différents, mais franchement, essayez de le regarder et de le survoler. Vous verrez que c'est un journal qui parle vrai, ce qui est assez difficile. Et ce journal était vraiment un journal de développement social. Et je pense qu'on pourrait effectivement avoir des échanges. Moi, je suis prêt de toute façon à consentir tous les efforts économiques du monde pour que nos amis québécois puissent découvrir ce journal. Donc, je dirais, on peut même vous abonner, je dirais, à titre gracieux quelque temps à ce journal s'il le faut. Je crois que c'est un journal important. Et puis, je vous dirais peut-être 2 mots en terminant de la troisième démarche qui nous paraissait importante, c'est qu'après avoir observé, on essaye vraiment de construire le changement. Et c'est vrai qu'on s'est lancé dans difficile démarche, promotion de la fraternité, mais surtout promotion très concrète, puisque nous voulons passer d'une fraternité virtuelle à une fraternité concrète avec ce qu'on appelle des ateliers du vivre ensemble,
qui est une sorte de moment extraordinaire où la ville, le maire, son équipe municipale, le mouvement associatif, ce qu'on appelle le mouvement associatif en France, c'est un peu les organisations communautaires, tout le monde se met ensemble, comme aujourd'hui, pour dire le monde va mal. Nous ne pouvons pas rester simplement là, l'ausculter. Il faut agir. Et comment agir différemment? Et là où il y a un espace intergénérationnel, eh bien on va en créer 10, 20, 30. On va créer un mouvement de toute la société. C'est assez extraordinaire, ça commence à fonctionner. J'espère que ça durera, car effectivement, tout ceci est très aléatoire, comme vous le savez, vous qui êtes des acteurs du développement social. Avant de commencer donc vraiment ma conférence, je voudrais quand même déjà remercier, et surtout ne pas oublier de le faire, tous ceux qui nous ont accueillis depuis hier. Moi, je suis extrêmement aussi consolidé, puisque je vous connais depuis quelque temps déjà, mais consolidé dans l'idée que vous avez vraiment un atout que nous n'avons pas. C'est une fraîcheur, une simplicité dans la relation, une humilité dans le regard qui nous fait terriblement défaut. C'est vrai que nous sommes peut-être plus âgés de l'autre côté de l'océan, mais quel bonheur. Et je le disais à ceux qui me demandaient si j'avais bien dormi hier soir, je leur disais comment ne pas avoir bien dormi, puisqu'on nous a finalement chanté une magnifique romance d'amour avant de nous coucher hier soir. Et c'est vrai que ça nous a aidé à dormir, parce qu'on reste toujours, au fond de soi-même, vous le savez, l'enfant des premières années. Alors, quelle est la question sociale en France? Et là, j'ai des choses à vous dire importantes. D'abord, bien évidemment, la question sociale, et c'est ce qui déforme complètement la réponse sociale en France, parce qu'on ne pense qu'à cela, c'est d'abord une question économique. Nous avons un problème de précarité économique en France, persistant, avec, vous le savez, des taux de chômage qui avoisinent les 15%, avec des jeunes qui n'ont pas d'emploi, avec aujourd'hui un déficit d'emploi durable extraordinaire. Chaque emploi créé en France aujourd'hui, quand on fait la soustraction entre les emplois créés et les emplois disparus, est un emploi précaire. Donc la précarité, ce n'est pas simplement le chômage, c'est que tous les emplois deviennent précaires. Et c'est d'autant plus terrifiant que nous sommes vraiment dans un pays qui avait des atouts économiques extraordinaires. Mais nous avons tout bradé, et l'année dernière, nous avons perdu 160 000 emplois industriels. Or, c'est bien gentil, les emplois de service. Mais pour pouvoir alimenter les emplois de service, encore faut-il qu'il y ait des emplois industriels. Parce qu'à un moment déterminé, il faut de toute façon produire pour payer les emplois de service. Donc nous avons un énorme problème de précarité économique. Et mon analyse de la crise aujourd'hui, et je suis désolé, mais comme je vais être très positif après, je peux me permettre d'être négatif au début, c'est que pour moi, on ne l'a pas vu, la crise. La crise va arriver. Car je suis persuadé que le vrai problème, c'est un problème de crise en W, où on a eu un premier moment avec un rétablissement grâce à des efforts inflationnistes des différents États, mais que la crise va revenir et que cette fois-ci, les États ne pourront plus neutraliser cette affaire-là pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a plus, je dirais, de moyens de faire de la fausse monnaie, mais d'autre part parce qu'un grand nombre de dirigeants ont perdu leur crédibilité. Obama est probablement un homme d'État tout à fait remarquable, mais le contexte américain est si difficile qu'il s'épuise. Et nous avons en France un président qui a joué un rôle positif pendant la première crise, mais qui a perdu tellement de crédit aujourd'hui qu'il ne pourra pas être en Europe un animateur s'il y a demain une nouvelle crise. Troisième source d'inquiétude en cas de crise, c'est l'urbanisation. La crise de 29 s'est déroulée avec 2/3 de ruraux et 1/3 d'urbains. S'il y a une nouvelle crise de cette ampleur, nous serons avec 2/3 d'urbains et 1/3 de ruraux. C'est dire que les problèmes auront une toute autre complexité. Cette précarité économique est bien réelle, mais elle nous fait oublier deux autres formes de précarité aussi pathogènes que la première, ce que j'appelle la précarité relationnelle et identitaire. Qu'est-ce que la précarité relationnelle? C'est l'extraordinaire incapacité que nous avons à travailler avec les autres. Nous nous replions systématiquement dans un précaré avec une attitude de défiance considérable vis-à-vis des autres, au point que la France, qui a plus d'atouts que la plupart des pays européens pour résister à la crise, est le pays qui a le moral le plus abattu. On a paradoxalement, je dirais, des atouts, mais un déficit de confiance. Et ce déficit de confiance est la résultante d'un déficit de lien.
Nous avons peur des autres. Cette précarité relationnelle, elle se vérifie. Un des atouts de notre observatoire a été de mettre au point l'observation des enfants en danger. Et qu'a-t-on découvert en observant les enfants en danger en France? Qu'il n'y a plus de petites Cosettes. Il n'y a plus que des enfants de la précarité relationnelle. La précarité économique ne provoque pas le danger chez l'enfant. C'est l'isolement qui provoque le danger chez l'enfant. Et même, constat du côté des personnes âgées, nous avons aujourd'hui une maîtrise de la dépendance physique et une explosion de la dépendance psychique, qui est imputable fondamentalement à la solitude, au déficit d'utilité sociale des personnes âgées. Moi, je le dis, les personnes âgées n'ont pas besoin d'être aidées. Elles n'ont que besoin d'aider. Nous devons leur permettre d'aider, favoriser leur implication dans la société. Et là, il y a un extraordinaire déficit dans notre pays. J'ajoute que cette précarité relationnelle engendre la précarité identitaire. Comment voulez-vous faire croire aux enfants des banlieues que nous sommes encore humains quand nous n'avons plus cette capacité à créer du lien, à créer du respect, à donner le sentiment que l'âge est un atout, que la différence est un atout, qu'un enfant de l'immigration est plus puissant qu'un enfant de la non-immigration, par le fait qu'il a un capital presque naturel de connaissances dans un monde qui est un monde de diversité. Eh bien ça, nous ne savons pas. Et comme nous ne savons pas, eh bien les enfants des banlieues ne se reconnaissent plus dans notre drapeau. Ils n'aiment plus la France qui n'a au fond qu'une légitimité, celle de faire rêver, de faire espérer. Et le mot avenir en France est aujourd'hui synonyme de désespoir. Nos jeunes des banlieues sont donc en difficulté, faute de projet. La crise identitaire est d'abord une crise de projet. Car quand on n'a pas de projet, eh bien on va chercher ses origines où? Dans ses racines, dans la religion. C'est le contraire du projet républicain. C'est le contraire du projet humain. L'identité, c'est le projet. Alors, bien évidemment, ces constats sont très inquiétants. Mais fort heureusement, et c'est ma partie québécoise, positive, optimiste, nous croyons à l'éternelle renaissance de ce grand peuple qu'est le peuple de France. C'est effectivement un grand peuple. Et nos liens sont des liens dont il faut effectivement s'enorgueillir, car nous admirons le Québec, je vous le dis et pas pour vous flatter, quand je vois un maire et que j'ai envie de lui dire que c'est un grand maire, je lui dis « vous êtes québécois ». Quand je veux proclamer la vitalité d'une ville, je dis « c'est la ville la plus québécoise de France ». Donc je vous aime, mais vous avez le droit de nous aimer, parce que nous avons la capacité d'innover. La France est en mauvais état, mais en même temps, elle me paraît dans une posture aujourd'hui beaucoup plus favorable pour l'avenir. Pourquoi? Eh bien parce que, comme Edgar Morin l'a toujours dit, la vulnérabilité est aussi la source de la rénovation.